La finance est aveugle aux enjeux écologiques et sociaux. Et ce n'est pas une nouveauté. Les rapports d'ONG comme Oxfam ou les Amis de la Terre ne cessent de s'accumuler année après année. Et pourtant, il semble que rien ne change. Mais pourquoi le monde de la finance s'évertue-t-il à détruire la vie sur Terre ? En quoi son fonctionnement intrinsèque est-il incompatible avec le respect des limites planétaires ? De nouveaux services financiers, comme l'épargne responsable et les néobanques vertes, sont récemment apparus et sont soutenus à la fois par des institutions et des grandes figures de l'écologie. Ces services promettent d'allier à la fois rentabilité financière et transition écologique. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce une solution viable et souhaitable ou une nouvelle forme de greenwashing ? Cet épisode est une conversation à 4 voix avec Jérémy Désir-Weber, ancien banquier et auteur du livre Faire sauter la banque, Julien Lefournier, ancien banquier également et auteur du livre L'illusion de la finance verte, et Olivier Torrente, directeur financier de la banque éthique l'ANEF et auteur du blog financeethique.eu. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour messieurs et bienvenue sur Oser. Bonjour. 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 Alors je suis ravi de me retrouver avec vous aujourd'hui pour discuter une nouvelle fois de finance dans le podcast. Alors c'est pas la première fois, ça va bientôt faire une dizaine de fois que j'aborde la question de la finance dans le podcast Oser. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous 3 thématiques principales. La première, en fait, faire un petit peu un constat et se demander pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un problème avec le monde de la finance par rapport au nécessaire respect des limites planétaires. C'est le premier point. Le second, ça sera de discuter en fait des réponses qui sont aujourd'hui apportées par le monde de la finance à travers une finance plus éthique et une finance plus durable. Et on pourra se demander si ces réponses sont vraiment appropriées par rapport aux enjeux. Et enfin, dans une troisième partie, j'aimerais discuter avec vous de ce que pourrait être ou est, par exemple, s'il y a déjà des initiatives qui existent, une finance réellement respectueuse des limites planétaires et des enjeux écologiques. Alors, pour commencer, vu que je ne l'ai pas fait, je vais vous passer la parole pour que vous vous présentiez. Peut-être Olivier, dans un premier temps, est-ce que tu veux te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais ? Oui, merci beaucoup. Donc Olivier Torrente, je suis directeur financier de l'ANEF, donc la banque éthique en France. J'ai dit. Ok, super. Merci Olivier. Julien Lefournier, donc moi je suis un ancien financier, je travaillais pendant 25 ans sur les marchés de capitaux et aujourd'hui j'ai écrit 2 bouquins et puis je fais des conférences sur la finance pour en montrer justement les limites. Super, merci. Et toi Jérémy ? Bonjour à tous, Jérémy Désir. J'ai été très brève carrière d'1 an à HSBC comme analyste quantitatif et j'ai démissionné, déserté pour des raisons politiques et écologiques. Et depuis, je m'implique entre autres dans la dénonciation du greenwashing de grandes banques. Eh ben génial, merci à vous 3 pour cette brève introduction. Je vous propose de nous lancer directement sur le premier sujet qui est c'est quoi le problème avec le monde de la finance par rapport aux enjeux écologiques actuels. Julien, de manière complètement arbitraire, je te donne la parole.
En fait, comment dire, c'est à la fois simple et très compliqué. Simple, c'est que les limites planétaires, je crois que tu parlais des limites planétaires ou des contraintes écologiques, tout simplement, ça n'existe pas en fait pour un financier. Donc, c'est difficile de prendre en compte quelque chose qui n'existe pas. Donc, peut-être le moyen le plus simple de le retrouver, parce que quand on parle de seuil écologique absolu, on tombe dans la science, la vraie science, c'est compliqué, il y a des modèles, mais une manière de le voir peut-être plus concrète, c'est de partir de ce qu'on appelle l'économie réelle, en fait, les entreprises, parce qu'il n'y a pas de finance sans entreprise quand même. C'est le sous-jacent pour la finance. On achète des obligations et des actions qui sont émises par des entreprises, et donc il y a quand même l'entreprise quelque part. Et ce qu'on peut voir assez simplement, c'est que il y a un consensus. Donc ça, c'est peut-être important pour nous, parce qu'après on voit que les gens sont jamais d'accord, disent tout et son contraire. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un consensus du côté des entreprises, donc dans le monde de l'économie réelle, du petit patron. Je me rappelle d'une tribune dans Le Monde qui parlait de Primovis, donc des petits 150 entrepreneurs du textile français qui s'étaient réunis pour écrire une tribune dans Le Monde pour dénoncer ce qu'ils appelaient la Primovis. Qu'est-ce que c'est la Primovis? La Primovis, c'est le surcoût que tu as à payer quand tu es entrepreneur et que tu vas, par exemple, en l'occurrence, biosourcer, utiliser du coton bio. Si tu fais tout bien, pour faire simple, tu as un énorme surcoût. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde qui achète du café équitable le sait. Tout le monde qui achète bio le sait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, c'est pas uniquement les petits patrons qui le disent. C'est Bill Gates qui est à l'opposé du spectre, qui est le patron géant, milliardaire et super intelligent, dit exactement la même chose. En 2020, début 2021, il a écrit un bouquin qui s'appelle How to Avoid a Climate Disaster, dans lequel il fait exactement ça. Il prend l'économie mondiale, qui coupe en morceaux, secteur par secteur, et il détermine en dollars, c'est pas du tout théorique, ce qu'il appelle le surcoût. Et il prend des tonnes d'exemples. Si tu es une compagnie aérienne et que tu veux entre guillemets propre, tu vas fonctionner avec du biofuel. Je dis pas que c'est le bon modèle, puisque ça peut pas être étendu, mais je dis juste, si tu fais ça, tu vas multiplier tes coûts d'approvisionnement par 140%. Donc, si tu transmets aux consommateurs, t'es mort, puisqu'ils vont, dans ce cas, sur Ryanair, ils vont pas accepter de payer beaucoup plus cher leur billet d'avion. Et donc, bref, ce qui m'intéresse, c'est ce consensus dans le monde économique pour mettre en avant un surcoût écologique. Et donc, ça vaut quand on pense à l'environnement, ça vaut quand on pense au social, c'est ça, vous voyez. Parce que dans la finance durable, il y a toujours le bénéfice environnemental, c'est la finance verte, le bénéfice social, c'est la finance sociale. Mais en fait, c'est absolument général. Quand tu veux un service supplémentaire, il faut accepter de le payer. Il n'y a pas de free lunch dans l'économie, c'est normal. Et donc, ça, c'est la donnée de base. Et là où ça marche pas bien, évidemment, c'est que à la fois déjà au niveau de l'entreprise, parce que là, c'était des entrepreneurs qui s'exprimaient, mais a fortiori au niveau de la finance, parce que c'est quoi le produit de la finance? La finance, ce sont aussi des entreprises. Les banques sont des entreprises, les gens qui vendent des fonds, les asset managers, ce sont des entreprises. Et là, on a une boussole qui est extraordinairement simple, en fait. La boussole de la finance, c'est le rendement. Le rendement ajusté du risque, évidemment. Pas le rendement pur, mais le rendement ajusté du risque. C'est ça la boussole qui guide. Et évidemment, c'est pas une boussole qui va faire que tu vas taper sur l'épaule d'un patron en lui demandant de prendre en compte des dégâts. Donc, soit pour les éviter, c'est un surcoût, soit pour réparer, c'est un surcoût également. Et donc, ça explique en quoi la donnée de base, c'est quand même que dans la méga machine, on a cette accumulation de pollution, plastique, de tous ordres en fait. Et donc c'est le problème de départ en fait pour moi. Voilà. Merci Julien. Est-ce que vous voulez rebondir les autres? Oui, je vais prendre le relais, tout en précisant que comme je travaille à la Nef, qui est une banque qui propose de l'épargne et des crédits aux particuliers et aux personnes morales, je suis évidemment pas neutre sur le sujet. Je vais plutôt avoir tendance à dire que mes confrères sont moins performants que la Nef. Donc voilà, je vous encourage à croiser les avis pour les auditeurs, même si je nuancerai en disant qu'on est une banque coopérative à lucrativité limitée, part sociale, le capital de la coopérative, on peut pas faire de plus-value.
Donc j'ai des incitations financières en tout cas qui sont assez limitées. Pour moi, j'insisterai sur le sujet des incitations. La question pourquoi le monde de la finance actuelle est incompatible avec le respect des limites planétaires, c'est parce que tout simplement le monde de la finance actuelle, sa priorité, juridiquement et financièrement, et dans les livres de Julien Le Fournier on le retrouve bien, c'est la lucrativité, c'est la responsabilité fiduciaire d'obéir aux actionnaires et de leur fournir, de servir leurs intérêts et économiques, donc de leur verser le plus de dividendes, de faire le plus de plus-value possible. Et la plupart des acteurs financiers sont aujourd'hui dans des sociétés anonymes, cotées en bourse, et malheureusement, même pour des grands groupes coopératifs, en général, ils ont une filiale qui est cotée en bourse. Donc, la problématique pour moi, c'est les incitations. Si notre problématique, c'est d'avoir un monde de la finance qui puisse servir un monde économique qui respecte les limites planétaires, mais que sa priorité, ce n'est pas le respect des limites planétaires, mais de servir ses actionnaires et de servir un rendement maximum, et bien dès qu'il y aura conflit entre les deux, les dirigeants, et ils auront raison d'un point de vue juridique, serviront ce qu'on leur demande de faire, savoir maximiser les rendements. Je pense que vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment cette notion d'incitation qui est importante, et je pense qu'il faut vraiment, dès qu'il y a une communication, pour savoir si c'est du greenwashing ou pas, il faut se demander quelles sont les incitations et l'alignement des intérêts entre les différentes personnes qui émettent ce genre de communication. Et d'autant plus, on commence à voir aujourd'hui, après des grandes déclarations, le climat c'est important, les limites planétaires c'est important, on voit que en fait ces promesses ne sont pas contraignantes. Et on voit par exemple récemment, je prends l'exemple du gouvernement anglais, a dit finalement la fin des voitures thermiques c'est pas 2030, c'est 2035, et la neutralité carbone ça sera 2050. Ils commencent déjà à reculer sur un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pourtant pris publiquement. Donc, si des dirigeants politiques le font, je crois que c'est BP qui a fait la même chose récemment. Il y a quelques années, ils ont dit effectivement on va diminuer les investissements dans le pétrole. Là, les cours remontent, ils ont dit non, finalement on s'est planté, en fait on va continuer à investir dans le pétrole parce qu'en fait les rendements sont très bons et les cours remontent. Donc pour moi, bien regarder les incitations, et aujourd'hui le monde financier actuel, ces incitations, c'est de maximiser le profit, et du coup structurellement on sera à la merci de revirements, et donc il n'y aura pas de fiabilité. Et du coup je fais un petit plaidoyer pro domo pour le mouvement des licornes et du monde coopératif en général, du monde coopératif qui ne cherche pas à avoir de filiales capitalistiques cotées en bourse, je précise. J'ai dit. Merci beaucoup Olivier. Alors je pense que c'est effectivement très clair. En gros, si je résume, c'est le monde de la finance est tout simplement aveugle aux problématiques sociales et écologiques, puisqu'il est uniquement concentré, que ce soit juridiquement ou par les contraintes auxquelles il fait face, sur des problématiques qui sont purement économiques et de rentabilité financière. Peut-être avoir une perspective un petit peu plus parlante avec vos expériences dans ce monde-là, en fait, et en quoi consiste un petit peu ce métier de la finance tous les jours, et à quoi en fait on est confronté dans les décisions, dans notre travail, même lorsqu'on souhaite prendre en compte les enjeux sociaux ou écologiques. Jérémy, je pense à toi. Effectivement, puisque c'est quelque chose que tu as essayé de faire, que tu racontes à travers ton parcours, dans ton livre Faire sauter la banque, que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est vraiment très honnête, et à travers en fait les différentes tentatives que tu as essayé de proposer et de pousser en interne dans la banque. Est-ce que tu peux peut-être parler justement de cette expérience et qui illustre un petit peu en quoi en fait c'est très très difficile justement d'être vertueux même quand on le souhaite au sein de ces structures. Ouais, merci Jean-Philippe, et je suis carrément dans la continuité de ce que vient de dire Julien Olivier, dans le sens où justement il y a cette priorité absolue à la croissance économique. On peut parler de rentabilité, on peut parler de return, mais oui, c'est en fait ça quoi, l'objectif premier
et qui va en fait contraindre tous les autres, qui est celui de la croissance économique. Et donc oui, un des exemples moi qui me vient directement en tête quand je parle de ce rétrospective avec mon parcours, c'est que dans les documents internes d'HSBC que j'ai utilisés donc comme base pour mon argumentaire contre la politique climatique de la banque, donc dans ces documents internes produits par la banque elle-même, justement le ESG, le labelling et toutes les initiatives, on va dire, de finance verte étaient adossées à des retours économiques. C'était la priorité. En fait, l'objectif premier n'était pas du tout de baisser l'empreinte carbone de la banque, n'était pas du tout de respecter les limites planétaires, encore moins, ça a encore moins de sens, ça a encore moins d'existence, comme disait Julien, les limites planétaires que le tunnel carbone. Et donc oui, c'était l'objectif même des produits financiers supposément être verts, quoi. Sur la même page, dans les objectifs stratégiques de la banque aussi, sur la même page, il y avait donc essayer de contribuer à un monde bas carbone, à la transition écologique et énergétique, donc tout ça avec des termes assez flous, de comment on s'y prend, quelles sont les métriques quantitatives utilisées pour s'y prendre, et en face de ces objectifs donc ESG durable, il y avait par contre un objectif très clair, très quantitatif de croissance à 2 chiffres ou forte croissance à 1 chiffre, high single digit, quelque chose comme ça, de croissance en Asie. Asie qui est un des plus grands fiefs de rentabilité de HSBC, et qui est aussi très réputé comme étant carboné au charbon, quoi, d'être alimenté au charbon, la croissance asiatique notamment chinoise. Donc et voilà, et donc le fait de pouvoir en parler à mes supérieurs, à mes collègues, rencontre tout de suite un mur d'incompréhension du coup tu n'es pas fait pour ce monde-là. Donc ce monde-là étant fait pour la croissance absolue et infinie, remettre en question ça et poser des questions d'objectifs autres que celui de la croissance économique, forcément a fait dire une des premières choses que m'a dit mon supérieur quand j'ai parlé de ça, c'est mais du coup tu n'es pas fait pour ce monde. Donc nous sommes condamnés à avoir ces œillères. Donc si tu veux voir autre chose et faire autre chose, la porte est ouverte. Merci beaucoup, Jérémy. Effectivement, c'est ce qui revient très souvent dans les critiques du système économique actuel. C'est le fait qu'en fait, il est complètement biberonné à la croissance économique. On parle d'hégémonie de la croissance, et en fait, il apparaît effectivement très très compliqué d'allier à la fois croissance économique et aussi, on va dire, impacts sociaux et environnementaux. C'est ce qu'on appelle parfois la triple bottom line. Je vous laisse peut-être en parler un peu plus. Jérémy, tu voulais reprendre la parole? Oui, dire une dernière chose qui conforte exactement ce qu'a dit aussi Olivier, c'est cette question d'impunité et d'aucune contrainte juridique, économique, politique. Donc vraiment une complicité, c'est aussi un des éléments qui personnellement m'a le plus approfondi, on va dire, ma solastalgie, ma panique écologique, de voir que les instances supposées réguler justement le système financier, le système bancaire, que ce soit les banques centrales, les superviseurs, les régulateurs, sont complètement impuissants, et il y a une sorte d'impuissance programmée, selon moi, de l'État à être incapable de traquer l'évasion fiscale. On le savait, le financement des plus atroces comme HSBC s'est documenté sur le terrorisme ou la vente d'armes ou le narcotrafic, on ne peut pas non plus le réguler, ou alors on fait une amende qui représente que 10% des bénéfices de la banque annuelle. Donc c'était déjà connu pour certains secteurs, pour le trading haute fréquence aussi, l'AMF admet qu'elle est incapable de traquer les traders haute fréquence. Donc il y a l'impunité déjà sur plein de secteurs, et ben voilà, maintenant l'impunité aussi climatique. Les banques peuvent dire on va créer des produits financiers qui sont censés sauver la planète, mais en fait c'est juste pour une rentabilité économique. Julien en parlera encore mieux, notamment sur les obligations vertes. Et là aussi, le régulateur, la puissance régulatrice étatique, est complètement impuissante de manière, pour moi, ce n'est pas une fatalité, une tragédie. Enfin, c'est quelque chose qui a été vraiment programmé, qui a été construit pour laisser le champ libre, les mains libres à cette industrie très puissante. Oui, alors c'est intéressant effectivement ce que tu dis, parce que je l'ai pas expliqué en introduction, mais en fait
cette situation dans laquelle on se trouve par rapport aux problématiques écologiques, en fait, elle n'est pas nouvelle à partir du moment où en fait on le pense aussi dans un cadre social, comme tu le disais, puisque ça fait en fait des années et des années que les banques se font épingler en fait pour des financements, comme tu le dis, de terrorisme ou d'évasion fiscale, et qu'en fait il y a énormément de situations qui ont été des situations de crise et qui ont vu une certaine impunité de ces institutions. Et aujourd'hui, en fait, on a exactement la même situation par rapport à l'écologie, et on se retrouve un petit peu dans le même bateau. Pourtant, je le disais, en fait, on n'arrive pas tellement à savoir comment est-ce qu'on va concilier donc cette croissance économique qui apparaît nécessaire en fait au monde de la finance pour continuer à exister, mais aussi les impacts sociaux et environnementaux et notamment en fait la baisse des pressions environnementales, ce qu'on appelle la croissance verte. Mais il y a quand même des réponses qui sont apportées par le milieu de la finance et qui ont l'air d'emballer en tout cas une partie de nos gouvernements, des institutions, ou même de nos concitoyens. Étant monsieur écologie pour beaucoup de mes amis ou ou des gens que je rencontre, ça passe pas presque une seule fois sans qu'on me dise ah regarde c'est génial, moi j'ai changé de banque, je suis allé dans une néobanque ou alors j'ai réaligné mon épargne avec de l'épargne verte, etc. Et les gens se sentent vraiment heureux, alignés, très satisfaits en fait d'avoir mis en place ces nouveaux dispositifs. Pourtant en fait on peut se questionner quant à la réalité en fait de l'impact environnemental de ces dispositifs. Et c'est un petit peu ce que je voulais voir avec vous dans le détail aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, en fait, Olivier, est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement des néobanques? Alors, nous présenter déjà ce que c'est qu'en fait une néobanque, nous expliquer comment est-ce qu'elles sont un petit peu apparues là sur le marché ces dernières années, et à travers en fait leur fonctionnement, nous dire en quoi en fait c'est un dispositif soit adapté, intéressant, ou quelles sont ses limites face aux enjeux des limites planétaires. Oui, alors peut-être un premier point réglementaire, c'est que l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc un organe de la Banque de France qui régule l'établissement financier en France, a publié une note, il me semble que c'était l'année dernière, en demandant à ce qu'on n'utilise plus le terme de néobanque. Parce que de nombreux acteurs qui n'ont pas d'agrément bancaire, ne peuvent pas faire de crédit, se proclament néobanques. Donc c'est le premier point important. L'avis est bien sûr public de la CPR. Attention à ce terme, c'est vrai que maintenant il a pris la place dans les médias, chez les consommateurs. Il a été introduit un peu exprès pour faire croire que ces acteurs étaient des banques. En réalité, ce ne sont pas des banques, elles ne peuvent pas faire crédit. Ce sont en général des simples agents, des espèces de courtiers. Ils vendent des produits financiers, mais ne maîtrisent pas les fonds que leur confient les consommateurs. Ça, c'est un premier point assez important. Et ça amène... je vais essayer de présenter donc d'abord. Donc la plupart, donc en fait, ces néobanques, donc néobanques vertes, en réalité, donc elles ont un accord avec une autre banque, par exemple Solaris Bank en Allemagne, ou la Société Générale, ou Crédit Mutuel Arkea, pour citer les principaux fournisseurs. Et donc elles vont vendre en général c'est un compte courant avec une carte bancaire, en disant si vous ouvrez un compte chez nous, eh bien votre argent va servir à des projets à impact, ou en tout cas en majorité. Le problème, c'est que donc elles doivent s'allier, vu qu'elles n'ont pas d'agrément bancaire, elles doivent s'allier donc à ces banques que je viens de citer. Et en réalité, ce sont ces banques qui font ce qu'elles veulent de l'argent. Voilà le modèle. Donc, ces néobanques sont en réalité des startups qui en fait maîtrisent une application et un service client. Et derrière, toute la partie réglementaire bancaire, elle ne peut être réalisée que par des acteurs qui ont agrément. Ça, c'est le premier point important. Et ensuite, elles essayent maintenant de diversifier avec de l'épargne durable, etc. Alors,
que peut-on en penser? Alors, je suis toujours biaisé en étant salarié de la Nef et sociétaire de la Nef. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais revenir à mon premier point fondamental, les incitations. Les néobanques, ce sont des startups qui ont levé des fonds auprès de fonds d'investissement, de business angels, auprès de leurs fondateurs. Et le modèle, évidemment, c'est celui des startups, voire des scale-up. C'est ensuite se revendre à un fonds d'investissement ou à une banque plus grosse pour faire une plus-value. Ce que vous n'avez pas dans un système coopératif. Donc pour moi, la problématique, elle est déjà là, pour faire le lien avec on va dire le cadrage du débat qu'on a eu au début. Donc comment se fier à des acteurs dont l'objectif est de maximiser le gain, leur gain financier, celui de leurs investisseurs. On pourrait supposer que les fondateurs sont vertueux, veulent pas forcément maximiser leur plus-value, mais ils ont dû lever de l'argent auprès de leurs fonds d'investissement, de business angels. Je doute que s'il y a une décision entre est-ce que je fais quelque chose qui est vraiment vert, vraiment écolo, ou quelque chose qui peut améliorer le profil financier de l'entreprise, je suis pas sûr qu'ils choisissent le côté écologique. Donc ça me semble vraiment important. Et je vais citer un exemple, sans citer de nom. J'ai vu une de ces fintech, une de ces startups mettre noir sur blanc dans une offre d'emploi. Si vous nous rejoignez là parmi les premiers salariés, vous aurez des actions de la startup et on va probablement faire une belle plus-value et vous pourrez vous acheter un pavillon. Donc l'aventure va être très profitable. Si on commence comme ça, et tout le monde est légitime à vouloir gagner de l'argent, mais si on commence comme ça une aventure entrepreneuriale où on prétend vouloir avoir une aventure entrepreneuriale écologique, si on voit explicitement que le but c'est de faire une plus-value financière, je pense qu'il y a un problème d'alignement des intérêts et que ça ira pas très loin. Deuxième point, donc la limitation, c'est de déposer les fonds dans une autre banque. Donc il y en a une qui va à la Société Générale. Je vais pas forcément beaucoup m'étendre. Je pense que vous pouvez aller voir Reclaim Finance, Finance Watch, Oxfam, Bonpot, etc. pour voir le profil de la Société Générale en termes d'ambition climatique. Il y en a une autre chez le Crédit Mutuel Arkea, qui est pas le pire, qui est plutôt au milieu des classements. La Nef a eu 10 sur 10 sur le classement d'Oxfam en termes de politique climatique. Nous, on a exclu les fossiles depuis 1988. Et Crédit Mutuel Arkea est pas le pire. Société Générale est clairement dans les derniers. Crédit Mutuel Arkea est dans le milieu. La question que je poserais, c'est mais à quoi bon s'embêter à aller payer sa carte dans une start-up plutôt qui a très peu de produits, qui est un simple courtier avec une gamme de produits très limitée, plutôt que ouvrir son compte chez Crédit Mutuel Arkea. Du coup, Olivier, oui. Excuse-moi, je t'interromps puisque la promesse en fait qui est délivrée aussi par ces néobanques. Alors, excuse-moi, c'est plus le terme néobanque, mais on va dire ces traders de crédit vert. C'est de dire justement en fait en passant par moi, j'ai un accord avec la Société Générale ou le Crédit Mutuel qui me garantit en fait que tout l'argent déposé sur un compte spécifique de ma néobanque chez Crédit Mutuel ou chez Société Générale sera utilisé à 100% pour aller financer des projets dits verts. Et du coup, en fait, on peut se dire bon, alors oui, ok, Société Générale, ils sont crado, Crédit Mutuel, ils sont un peu moins crado, mais ils sont crado. Mais bon, en passant par eux, en fait, j'ai la possibilité de justement venir transformer ces banques de l'intérieur, en fait, en faisant grossir, on va dire, un dépôt et un fonds qui est uniquement dédié à l'investissement vert. Oui, alors il y a plusieurs points très intéressants. Alors, je me les note. Le premier point sur la promesse que cet argent, il irait que dans une poche de la Société Générale ou qu'une poche de Crédit Mutuel Arkea, qui n'irait que vers ou de Solaris Bank, qui n'irait que vers des éléments verts. Alors j'ai rédigé un article assez long avec pas mal de schémas sur mon blog financeethique.eu pour ceux qui voudront creuser un peu plus. Le concept clé à retenir, c'est la fongibilité des dépôts. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent dans une banque, on ne peut pas vous dire 7 euros,
il est allé à tel prêt ou à tel placement. Il n'y a pas cette traçabilité. C'est ça que nous, la nef, ce qu'on propose, c'est d'exclure complètement le fossile, faire que des projets impact. Comme ça, on n'a pas à se poser la question justement de quel euro va où. On fait que des projets à impact. Pour nous, ça nous semble être la solution, tout comme la plupart comme la totalité des banques éthiques européennes qui sont regroupées dans une fédération, un peu la solution des militants depuis 30-40 ans. C'est ça. On n'essaye pas de contourner une problématique comptable et financière qui est qu'on ne peut pas savoir où va cet euro précisément en n'ayant que des engagements vertueux. Donc ça, je pense, c'est important à avoir en tête, cette histoire de poche. Le deuxième qui est lié, c'est un point plutôt qui est moins comptable et moins financier, qui est plus réglementaire. Lorsque les banques, donc les vraies banques qui reçoivent vraiment l'argent, reçoivent donc des dépôts, elles doivent en avoir une partie dans ce qu'on appelle une réserve de liquidité. La réserve de liquidité, vous pouvez l'avoir que en déposant de l'argent à la banque centrale ou dans des obligations, notamment des obligations donc de haute qualité. Donc concrètement, ce sont des obligations souveraines ou d'entreprises très bien notées. Donc côté est noté. Donc réglementairement, s'il y a un acteur, une néobanque verte qui vous dit de vous il y a zéro argent dans le fossile, tout notre argent est dans des projets verts, c'est factuellement faux, puisque aucun acteur bancaire ne peut avoir 100% de ses dépôts investis dans des projets verts. Pas même la nef, dont c'est l'objectif. Nous, on est un peu plus de 70% d'investissement dans des projets verts, sociaux, culturels. Par des banques éthiques européennes, c'est la même chose, c'est entre 70 et 80%. Je vais vous prendre 2-3 exemples. On peut aller très loin dans les détails, mais aujourd'hui, toute banque doit mettre 1% de ses dépôts à la banque centrale. Donc voilà, quelqu'un qui vous dit 100% des dépôts sont verts, c'est impossible. Réglementairement, vous avez 1%. Et ensuite, pour couvrir ces contraintes de ratio de liquidité, vous avez entre 5 et 25%, ça dépend de votre type de clientèle, des dépôts qui doivent être couverts par des réserves de liquidité. Donc, des obligations de l'État français, un dépôt à la banque centrale de son pays, par exemple la Banque de France, ou des obligations cotées. Donc, ça peut être une obligation totale ou une obligation BNP, qui sont très bien notées et donc qui sont considérées comme sûres et donc permettant de couvrir la liquidité de la banque. Donc ça, c'est un point aussi très important. Si quelqu'un vous dit que il y a zéro, tout votre argent va dans du vert, c'est factuellement faux. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que le discours de ces acteurs a changé. Au début, c'était vraiment 100% de l'argent et maintenant c'est seulement une partie. Donc si vous voyez l'historique du discours, vous voyez qu'elles ont dû un petit peu s'adapter. Et troisième point, pour ne pas être trop long, tu as évoqué le fait de grossir de l'intérieur. Finalement, je vais montrer à Société Générale qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour du vert. Et c'est effectivement intéressant. Ça peut valoir le coup de se dire on va faire changer les gros de l'intérieur. Le problème, c'est que les volumes sont tellement énormes et les incitations, je reviens toujours aux incitations, sont que ce sera toujours traité, ce sera toujours une goutte d'eau dans l'océan et surtout ce sera considéré comme une petite niche. Et donc on va faire un peu de communication parce qu'il y en a quelques-uns que ça intéresse, mais sans changer le fondamental. Parce que encore une fois, l'incitation c'est gagner de l'argent, c'est pas être sincère dans son engagement. Donc là, si entre servir l'actionnaire et servir la sincérité de l'offre verte ou éthique, ça va être compliqué. Et enfin, je rajouterai un dernier point qui est sur la cohérence. Ça me dérange personnellement d'avoir quelqu'un en face qui me dit regardez, j'ai 100 produits, j'en ai 10 qui sont socialement responsables. Du coup, j'en déduis logiquement qu'il y en a 90 qui sont socialement irresponsables. Moi, quelqu'un qui est capable de me vendre du vert ou du noir, finalement, peu importe, il est amoral. C'est juste, si les deux lui rapportent de l'argent, il vend les deux. Moi, ça me pose un problème avec la personne que j'ai en face. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à vendre tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Donc, personnellement, moi, ça brise quand même le lien de confiance que je pourrais avoir avec lui. Et donc, j'invite
les personnes qui s'interrogent à se demander est-ce que j'ai envie de traiter avec des gens qui sont prêts à tout et n'importe quoi, du bon comme du mauvais, pour gagner de l'argent. J'ai dit. Merci beaucoup Olivier pour ce point sur cette proposition et ces réponses qui sont abordées et qui ont fait beaucoup de bruit ces dernières années. Je pense que c'est assez clair. Comme tu le disais, en fait, par rapport à alors je vais toujours utiliser le terme de néobanques parce que je sais pas comment les appeler autrement, mais bon voilà, on a bien compris qu'aujourd'hui elles n'avaient plus le droit d'utiliser ce nom. Elles ont aussi développé des offres en fait d'épargne durable. Il y en a une en particulier que tu as étudiée, Jérémy, qui fait aussi de la publicité dans le métro parisien. Par exemple, la dernière fois que je suis monté à Paris, j'ai pu l'observer et qui revient souvent dans les discours pareils de mes interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en fait de ces produits d'épargne durable, de leur offre en fait, de comment est-ce que ça fonctionne et des limites encore une fois ou des problèmes que ça pose par rapport à concrètement en fait la promesse de base qui est de donc respecter les limites planétaires ou de lutter contre le dérèglement climatique. Oui, tout à fait. Ce serait d'ailleurs un des, pour le résumer peut-être en un mot, avant d'entrer un peu dans les détails, ce serait aussi une des caractéristiques qui fait de la nuisance, de la finance, une entreprise, une industrie terriblement nuisible, au-delà de sa quête de croissance perpétuelle, de son impunité, c'est aussi son opacité. Et en fait, donc on le sait là aussi pour d'autres problèmes comme l'évasion fiscale, mais en fait, voilà, même des néobanques ou là plutôt des épargnes vertes, comme, bon, pour pas le citer, Goodvest, qu'en effet j'ai analysé un peu dans le détail, que j'ai investigué il y a maintenant plus d'un an, 2 ans. C'est là aussi une question d'opacité. Donc Goodvest, tout est parti en fait de la promotion par un autre financier qui s'est fait connaître pour ses prises de position écologistes, donc Gaël Giraud, qui en a fait la promotion sur son Twitter en disant que c'est une belle initiative qui prouve que la finance n'est pas condamnée au greenwashing. Et donc c'était un petit peu cette promotion un petit peu assez forte, je trouve, sans garde-fou, mais un petit peu surprise, sachant que donc il y a aussi France Culture, plusieurs médias qui ont fait la promotion donc, de Goodvest, et les deux fondateurs annoncent déjà dès le début des performances annuelles moyennes nettes de frais entre 3 et 10% selon les profils de risque. Ils tiennent à défaire cette idée reçue, je cite, l'investissement responsable et rentable. Donc une position assez déroutante, qui m'a encore plus donné envie justement d'aller voir qu'est-ce qui se cachait derrière. Et donc, pour aller vite, là aussi, j'ai fait un article assez complet donc sur les mensonges pervers du capitalisme vert. Pour dire en quelques mots, donc déjà il y a le problème donc des fonds labellisés, de la labellisation de fonds. Donc entre autres, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais donc les labels ISR, Finansol ou Greenfin. Celui-là étant le pire, Greenfin, étant donné que c'est un label d'État dédié à la finance verte et donc qui fait rentrer dans le champ de la finance verte toutes les activités concourant dans la transition énergétique et concourant aussi directement ou indirectement à une croissance verte. Donc il y a cette idée que la croissance verte existe et qu'elle est atteignable. Donc le label Greenfin va étiqueter pas mal de fonds en fait qui ont été choisis donc par Goodvest et par d'autres, d'autres néobanques aussi s'appuient sur cette labellisation. Et donc quand on rentre dans le détail, donc je me fais passer pour un client potentiel pour essayer de voir où va mon argent concrètement en fait. Donc il y a cette labellisation qui est un peu curieuse, il y a une méthodologie aussi proposée par Carbone 4 qui est inaccessible pour voir comment est-ce qu'on fait pour trouver la température d'un portefeuille d'investissement. Donc là aussi, c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu frustrant de ne pas savoir exactement comment on peut me dire, bam, ces entreprises-là mélangées avec ces pourcentages-là sont sous l'objectif de l'accord de Paris de 1,5 degré. Et donc quand on creuse, qu'on regarde un petit peu, donc on voit que cet argent, donc pour Goodvest, va aller dans des fonds comme Lyxor Green Bond, Mirova Europe Environmental Equity Fund, Amundi MSCI World SRI.
Donc des termes un peu, là aussi, pour les non-financiers, pour les non-habitués, qui ont l'air assez mystérieux. Et en fait, comme le disait aussi Olivier un peu plus tôt, Lyxor, derrière, ça va être la Société Générale. Je crois peut-être acheté par Amundi récemment. Mirova Europe Investment, Environmental Equity Fund, c'est Natixis, donc le groupe BPCE, Amundi, etc., c'est Crédit Agricole. Il y en avait un autre aussi, donc c'était le Low Carbon Europe PAB, BNP Paribas. Donc toutes les plus grosses banques françaises sont ces fonds intermédiaires. Et encore, in fine, donc Goodvest va mettre l'argent dans ces fonds, et ces fonds vont, eux, répliquer des indices ou directement investir dans des sociétés telles que Apple, EDF, Engie, le Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale. Ça, c'est pour les meilleurs. Et après, donc oui, on est... En gros, toutes les entreprises rentables et cotées en bourse sont considérées comme durables et alimentant la transition écologique pour cette épargne et cette assurance vie verte. Là encore, sans la moindre contrepartie, sans la moindre obligation, sans la moindre sanction, sans la moindre contrainte, si ce n'est celle de l'accumulation de capital. Donc vraiment, j'étais assez surpris de voir l'ampleur du greenwashing de cette entreprise et de voir qu'elle était relayée sans la moindre vérification par des gens qui sont plutôt respectés dans certaines sphères écolo. Coca-Cola, Disney, Microsoft, vraiment elles y sont toutes, donc je vous invite aussi peut-être à regarder cet article et notamment la fresque récapitulative où on voit donc toutes ces entreprises et les fonds intermédiaires par lesquels passe l'argent des clients. Donc oui, certainement un des problèmes aussi qui pourrait caractériser une finance greenwashing, c'est son opacité, et donc à contrario, je pense qu'une finance déjà beaucoup moins greenwashing et plus honnête serait déjà une finance où on voit concrètement où va l'argent, on va dire. C'est pas une condition suffisante, mais déjà je pense une condition nécessaire. Ça paraît complètement dingue, effectivement, quand on t'écoute, Jérémy, de se dire qu'il y a effectivement des fonds labellisés, en fait, verts et plébiscités par des gens qu'on peut pas vraiment taxer de cyniques, qui en fait vont et sont investis en fait dans des entreprises qui n'ont bien évidemment rien de durable ou rien de pérenne. Peut-être que pour justement rentrer un peu dans le détail de comment est-ce que ça c'est possible, Julien, tu veux prendre la parole, nous expliquer un petit peu comment fonctionnent en fait ces outils, on va dire, de finance verte. Je crois que en écoutant Olivier et Jérémy, me vient l'idée que donc il y a un côté complètement dérisoire à ces initiatives. On voit que tout est faux en fait. On dit néobanques en qualifiant des acteurs qui ne sont pas des banques. Goodvest a je sais pas comment l'appeler d'ailleurs, l'entreprise dont parlait Jérémy. Il n'y a pas de gérant, faut pas que les gens confondent. C'est pas un petit BlackRock, c'est pas un petit Amundi. Il y a pas de gérant chez Goodvest. C'est des commerciaux, c'est une petite boutique où il y a une moulinette et après, comme le dit Jérémy, on vend des fonds qui sont des fonds Amundi justement ou des ETF BlackRock donc c'est des petites vitrines. C'est comme si on avait une petite échoppe accolée à BNP Paribas Asset Management et qui servirait de point d'entrée où on tient un discours. Donc c'est complètement dérisoire. Il y a rien qui tient debout dans ces trucs-là. Et donc moi mon propos c'est plutôt de regarder la masse en fait, puisque le problème de la transition écologique c'est un problème de masse. On a régulièrement, c'est ça le paradoxe, des gens qui sont d'accord. Alors, on prend la dernière, c'est des analyses qui ont été conduites de multiples fois. Maintenant, la dernière en date, c'est Pisani-Ferry-Mahfouz. Donc, 66 milliards par an, moitié privé, moitié public. Donc, tout le monde est d'accord sur l'addition. Moi, je reviens toujours là. Tout le monde est d'accord sur l'addition, mais personne ne veut payer. Bon. Donc le sujet il est là en fait. On peut ergoter pendant des mois, des semaines, des années, mais je veux dire donc tout le monde est d'accord avec le chiffrage. Pisani-Ferry et Mahfouz sont pas considérés comme des ultra-gauchistes, des anarchistes. Et derrière il n'y a jamais le début du commencement d'une solution pour faire ce qu'est censé faire cette finance durable et ouverte, c'est-à-dire finalement réorienter les capitaux en faveur de la transition. Et ça fait un moment que ça dure, cette farce. Je veux dire, la première obligation verte est émise en 2007. On est en 2023.
Donc, à un moment donné, il faut quand même s'interroger. Est-ce que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on voit effectivement qu'il y a une multiplicité de formats qui perdent complètement les gens. Hein, parce que là, on est entre nous, on a un peu de connaissances, etc. Mais enfin, je vous prie de croire, arrêtez quelqu'un, faites un micro-trottoir, arrêtez quelqu'un dans la rue et demande-lui ce que c'est qu'un fonds ISR ou une obligation verte ou, enfin, je veux dire, vous n'aurez pas de réponse, ça n'existe pas en fait. C'est fantasmé. Il y a un écosystème qui s'est créé pour faire du pognon, comme le dit Jérémy, c'est un pognon de plus. Je veux dire, cette décade, c'est ça. Dans 10 ans, ça sera autre chose. Les gens dont on parle, qui sont issus de, tu connais ça mieux que personne, Jean-Philippe d'HEC, on surfe sur des vagues marketing. En ce moment, c'est vert. Je veux dire, Olivier l'a dit, on crée une start-up, on veut la revendre. Il se trouve que là, le sujet, c'est cette petite finance pseudo-verte, mais il y a 5 ans, c'était autre chose. Dans 5 ans, ça sera autre chose. En fait, je veux dire, là, il y a rien de nouveau sous le soleil en réalité. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer justement en quoi c'est un surplace absolument considérable. Et là-dedans, je distingue justement quelques acteurs ou quelques initiatives qui sont, à mon avis, singulières, qui disent qu'elles font et pas plus. Par exemple, la NEF. C'est facile d'expliquer aux gens. La NEF, voilà, il y a une logique de transparence totale. C'est une vraie banque. Hein, vous confiez de l'argent à la NEF, vous avez accès au portefeuille de prêt. Vous aimez pas. Vous regardez, s'il y a un truc qui vous déplaît profondément, vous y allez pas. Sinon, si sur toutes les lignes de prêt de la NEF, vous pouvez vivre avec, ben voilà, vous pouvez faire affaire avec la NEF, confier votre argent avec la NEF. Vous voyez, il y a une logique de sincérité et de transparence. Et je rajoute pas les trucs qu'a dit Olivier sur l'aspect coopératif, la plus-value, enfin tout ce qui finalement caractérise profondément ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise, l'économie sociale et solidaire, en fait, des valeurs qui sont très significatives, en fait, qui se démarquent complètement du business as usual, de l'économie habituelle, sans qu'on y fasse attention et sans qu'on lui donne grand avantage de ça, malheureusement. Mais donc tout le reste, c'est du décor, et on retrouve toujours en fait dans ces stratagèmes la même vacuité pour les néobanques. Donc effectivement, moi j'ai du mal à dire néobanques, ce ne sont pas des banques. On va pointer vers un petit bout de bilan dans une banque gigantesque avec l'illusion qu'on a fait quelque chose. Avec les autres, on va pointer vers un petit bout finalement d'actifs déjà existants. Enfin, ça ne fait rien en fait profondément, ça ne fait rien. Et donc, ce qui est assez compliqué en fait pour le public, c'est que j'utilise souvent cette métaphore pour faire comprendre, c'est qu'en plus ces initiatives sont toutes contradictoires entre elles. J'utilise l'histoire du chaudron de Freud pour me faire comprendre. C'est l'histoire du type qui a emprunté un chaudron et puis quand il le rend, il est abîmé. On lui en fait le reproche et donc il dit premièrement qu'il l'a jamais emprunté, deuxièmement que quand il l'a emprunté, il était déjà abîmé et troisièmement que quand il l'a rendu, il n'était pas abîmé. Et en fait, donc dans un rêve, on n'a pas besoin de cohérence, on peut dire n'importe quoi et avoir un système de défense où toutes les lignes s'excluent mutuellement, mais dans la vraie vie, la finance verte, c'est que ça. D'un côté, on est prié de désinvestir, donc il faudrait pas mettre son argent chez Papouyanet, chez Total Energy, parce qu'évidemment avec ICOP, c'est une horreur, ces pseudo-plans climat, on n'a pas envie de l'encourager. De l'autre côté, l'engagement actionnarial, on est prié de donner au contraire notre argent à Patrick Pouyanné, en décrochant notre téléphone, en l'appelant, en lui disant c'est pas bien, faut arrêter ICOP, en lui demandant de faire autre. En fait, il n'y a rien qui tient debout. L'obligation verte, on va flécher vers des projets verts. Le Sustainability Linked Bond, à l'inverse, il n'y a plus besoin de projets verts. On dit non, c'est beaucoup trop limitatif. Ce qu'on veut aider, c'est à la transition. Donc on va prendre les mauvais, on va pas lécher les bons. Enfin, donc le public est complètement aveugle à tout ça. Il n'en a rien à faire. D'ailleurs, il sait même pas que ça existe. Mais on a organisé une espèce de finance. C'est une verrue. Alors c'est tellement aberrant. Parce que ça, c'est une faiblesse au plan narratif. Les narratifs forts, c'est des narratifs qui créent des convergences. Quand on a au contraire comme ça des contradictions dans tous les sens, ça finit par s'effondrer. On a ce mouvement aux États-Unis aujourd'hui. En France, on est écrasé par le système bancaire, on est écrasé par le système financier.
Hein, le PIB du secteur financier, c'est 800% du PIB français. Donc, quand on prend BNP Paribas, les grandes banques, Amundi, qui est leader européen, bon, il y a une espèce de chape de plomb et on a droit vraiment à un discours qui est complètement contrôlé. Aux États-Unis, pour de bonnes et de mauvaises raisons, parce que c'est les républicains aussi qui ont des idées complètement rétrogrades, mais le SG, enfin, il y a des secousses très très fortes en ce moment. Et donc c'est vraiment il y a des failles qui sont en train de se creuser. Encore une fois, pour de mauvaises et pour de bonnes raisons. Forcément, quand on dit n'importe quoi, les grandes leçons de Larry Fink au Monde dans sa lettre au CEO, c'est le discours de Goodvest. Hein. Je veux dire, on peut sauver la planète et en même temps s'en mettre plein les poches. Bon, ça tient un an et puis après les fils se touchent et on comprend que c'est pas possible. Hein. On a eu une configuration extraordinaire où, en plus, les fonds, on parlait de labellisation, on voit le débat en France sur l'ISR. L'ISR, les gens demandaient, certains en tout cas, à ce qu'il n'y ait plus les énergies, à ce qu'il n'y ait plus de pétrole, il n'y ait plus en tout cas un certain type d'énergie fossile compatible avec le label ISR. Mais c'est toujours le même jeu. Si vous avez des règles qui sont mordantes, qui sont restrictives, à ce moment-là, vous limitez complètement l'univers dit investissable, les possibilités d'investissement, les stratégies, et donc vous êtes en risque, ça s'appelle un coût d'opportunité, de sous-performer les indices, comme expliquait Jérémy. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on a toujours voulu que tout ça soit très très amical, que ce soit finalement un décor assez paisible, où on est très manœuvrant, on peut vendre aujourd'hui sous un label ISR la même chose, à peu près la même chose, que sans le label ISR en fait. Hein. Donc ça explique ces différences énormes. Et donc pour le marketing, c'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient un produit qu'on puisse vendre très largement au public. Là, la décision du ministre va compliquer un petit peu les choses. On va voir les volumes, on va voir les encours s'effondrer. Non pas que moi, ça change pas le monde en fait, parce que de toute manière, on reste sur la base du volontariat. On va jamais réussir à résoudre le problème de la lutte contre le changement climatique sur la base du volontariat. Enfin, c'est fou de le penser. Donc moi, je suis pas tellement, je faisais pas partie de ceux qui pensaient qu'on allait. C'est pas avec un label exigeant, ISR exigeant, qu'on sauve le monde. Mais en tout cas, je trouve que c'est préférable pour la clarté. En tout cas, pour les gens qui investissent, c'est un peu plus préférable. Mais ces discours ne sont pas tenus. Et donc on a finalement une communication qui est. Et ce qui moi me frappe, ça a été dit, je sais pas, ça a été dit, c'est qu'en fait il y a beaucoup plus de vision sur les produits. Là j'ai vu récemment les allégations trompeuses, etc. Quand il s'agit de produits que tu peux acheter pour manger, consommer, il y a plus de vision, on protège plus le consommateur. Quand il s'agit de finances durables ouvertes, on peut dire et faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a absolument pas de limite. Hein. Donc, Julien, si je te comprends bien, en fait, c'est la problématique fondamentale, c'est que à partir du moment où on fait coexister des produits qu'on va dire qui sont verts, éthiques et qui du coup impliquent une rentabilité assez limitée avec des produits qui donnent de la croissance économique et donc de la rentabilité, mais qui sont liés aux énergies fossiles et à des choses néfastes pour les questions écologiques. Mais en fait, on ne peut pas permettre à cette sphère réellement verte d'exister. Alors soit en fait on la corrompt de l'intérieur en ajoutant en fait dans ce qu'on appelle un label vert ISR des produits qui sont plus ou moins bruns et on va un peu maquiller tout ça, le rendre très opaque, ou alors on le laisse un peu plus pur, un peu plus transparent, mais est-ce qu'il est en capacité d'exister en dehors des quelques velléités éthiques de certains qui sont prêts à renoncer à une rentabilité financière pour justement, on va dire, avoir une conscience un petit peu plus, une bonne conscience. Je pose la question pourquoi, et alors peut-être tu rebondiras Julien, mais Olivier, ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour là-dessus. Quand aujourd'hui, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais quand moi j'ai décidé de mettre mon épargne et de devenir sociétaire de la Nef il y a quelques années également, pour être aligné en fait avec mes valeurs écologiques et en réalisant l'impact qu'a en fait son épargne quand on le place
sur des banques classiques en termes de tonnes de CO2 émises tous les ans par rapport aux investissements qui sont faits, je me suis rendu compte que ça payait pas beaucoup en fait en termes de rentabilité financière de mettre son argent dans des produits qui sont vertueux. Et du coup, on l'a peut-être un petit peu compris, mais déjà, j'aimerais peut-être que tu le réexpliques, Olivier, pourquoi. Et du coup, est-ce que c'est pas un frein gigantesque au fait de faire grossir une finance réellement éthique, réellement verte, et du coup de promouvoir ce genre de projet. Peut-être tu parlais des licornes tout à l'heure. C'est Bastien Sibyl expliquait très très récemment aussi que il y avait énormément de problèmes à faire financer le monde coopératif justement, puisque les perspectivités de croissance économique et de rentabilité de ces entreprises sont bien moindres que les autres. Du coup, j'ai l'impression qu'on est un petit peu confronté à une impasse en fait ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, peut-être première question, si tu veux rebondir sur ces questions de différence de rentabilité financière entre ce qui est réellement vertueux et ce qui ne l'est pas, et en quoi derrière ça pose un problème et comment on peut le dépasser. Oui, alors sur les produits d'épargne de la nef, alors il faut voir que il faut comparer produit par produit. Donc ces dernières années, finalement, si vous regardez sur Moneyvox par exemple, qui suit de manière très précise les rémunérations des différents livrets entre différentes banques. Le livret de la nef était à des taux très bas, quasiment à zéro, mais comme les autres banques en fait. On avait le même taux que la BNP. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ces dernières années une période de taux extrêmement bas, voire négatifs. Vous vous en souvenez sûrement. Et donc finalement, on avait des taux similaires. Alors c'était très bas, mais en fait, si vous regardiez d'autres livrets bancaires, c'était la même chose. Donc c'est pas une fatalité. Et par exemple, la nef en 3 ans est passée d'à peu près 500 millions d'euros de bilan à plus d'1 milliard. Donc preuve que c'est pas forcément une problématique. Et plus récemment, pour devenir une banque indépendante et plus liée au groupe BPCE comme on l'est actuellement, on a lancé une grosse levée de fonds et on a déjà levé plus de 20 millions d'euros là depuis 13 mois. Donc on voit bien on peut quand même lever des montants conséquents, que ce soit en épargne ou en part sociale, en capital, même avec des rendements inférieurs. Parce que c'est vrai que par contre, autant les produits d'épargne que j'ai cités, le livret était équivalent à ceux des autres banques ces dernières années, autant nos parts sociales, il n'y a pas de plus-value possible, ça c'est clair. Et la lucrativité, les dividendes sont limités par la loi. Donc ça c'est important à voir que c'est pas une fatalité, que c'est pas automatique. Après, si vous allez sur d'autres supports financiers, si vous regardez par exemple tout ce qui est épargne financière, les supports traditionnels de l'assurance vie, vous avez accès qu'à des grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Et là, effectivement, c'est pour moi très compliqué en fait d'avoir une grosse entreprise verte aujourd'hui, sincère en fait. C'est plus aujourd'hui pour moi la problématique, elle est plus d'avoir des entreprises suffisamment grandes et solides financièrement pour avoir un support financier. Aujourd'hui, c'est difficilement accessible et du coup la solution est effectivement de se replier sur des solutions d'épargne qui sont plus liquides mais moins rémunératrices. Donc au niveau d'un portefeuille financier global, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça très compliqué et je le vis d'ailleurs en tant que client individuel, c'est très compliqué d'y parvenir. Je pense qu'il y a d'autres supports qui peuvent exister. Il y a l'immobilier qui est une énorme partie du patrimoine des Français. Les Français ont beaucoup plus de pierres finalement et d'immobilier que de produits financiers. Ça peut être une solution et il y a des démarches éthiques qui se mettent là-dedans. Donc ça peut être à développer, la partie aussi immobilier éthique. Mais c'est vrai que sur la partie allocation d'une assurance vie et d'épargne financière, aujourd'hui, c'est même pas le différentiel de rentabilité, Jérémy l'a très bien expliqué, c'est comment trouver déjà une solution qui soit vraiment verte.
Là aujourd'hui, on n'a même pas du vraiment vert qui paye moins, on n'a même pas le vraiment vert. On n'a pas un vrai choix. Et donc effectivement, si on compare des produits d'épargne comme des comptes à terme et des livrets de la nef à des fonds actions, obligations de grosses entreprises cotées, là le différentiel de rendement est important. Et c'est effectivement une limite importante. On voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à faire un effort. À la nef, sur 100 épargnants, il y en a un tiers qui renonce à tout ou partie de leurs intérêts. Donc ils les rendent à la nef d'une certaine manière. Et on en a un autre tiers qui en donne tout ou partie des intérêts à des associations partenaires. Amnesty International, Terre de Liens, Colibri, Négawatt, etc. Habitat Humanisme. Et aujourd'hui, on pèse 1 milliard d'euros. On est tout petit par rapport à la BNP, pour pas se raconter d'histoire. Néanmoins, on est plus complètement anecdotique. Et on a un rythme de croissance qui permet de montrer qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie de faire cet effort. Et après, je rajouterais peut-être pour terminer là-dessus, l'autre limite qui me semble quand même très importante, c'est qu'en France, et la situation est à peu près la même dans tous les pays, voire pire, 10% des Français détiennent 50% du patrimoine, et 50% des Français les plus riches détiennent 93% du patrimoine. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc, finalement, il y a une autre problématique qui est que sur la consommation finalement financière, c'est pas comme une consommation, j'allais dire, de café équitable ou de bio. En fait, il faut s'adresser à un nombre limité de personnes pour avoir un vrai impact. Et alors ça peut être à la fois une limite et une opportunité parce que nous on a quelques gros clients justement. Les personnes les plus riches finalement, c'est pas forcément celles qui ont le plus besoin de maximiser leur rendement. Et nous à la nef, on a de plus en plus de gens qui ont pas mal d'argent et qui le mettent chez nous parce que finalement, quand on a 1 million, 2 millions d'euros à mettre à la banque, finalement le fait qu'ils rapportent 3% ou 1%, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence à la fin du mois. Donc voilà, c'est un élément qui me semble très important à avoir en tête parce qu'on parle du système financier, cette très forte concentration de l'épargne et qui peut avoir des éléments positifs ou négatifs selon comment on les prend. J'ai dit. Julien, tu voulais intervenir, je crois. Non, je veux dire qu'on retrouve sur les marchés, moi il y a un produit dont j'aime bien parler parce que je le trouve éclairant en termes et ça me fait penser quand, encore une fois, Olivier parle de sa banque. Les banques éthiques, c'est les années 70, ça n'a rien à voir avec la finance durable et la finance verte du moment, on va dire. Donc, et le mot éthique, là, est le mot important, en fait, dans l'affaire. Mais du coup, même si, effectivement, moi aussi, je rencontre des gens qui sont prêts à des renoncements. Et il faut voir, quand on parle de système, c'est un petit peu différent. Et donc le produit que j'explique pour montrer les limites, c'est ce qu'on appelle la finance solidaire et les fonds de finance solidaire. Et donc c'est des produits que je trouve justement très très clairs. Là, on n'est pas dans les on n'est pas dans les histoires à dormir debout sur le SG ou le machin. Et donc la finance solidaire, et je pense au fonds par exemple qu'on appelle 90-10. C'est une offre qui est très claire, très transparente, très rassurante pour les gens. On leur dit vous nous donnez 100, ils comprennent que 90% sont placés dans le marché, donc ça peut être de la croque, ça peut être n'importe qui. Et vous voyez, il n'y a aucune volonté de changer le système en tant que tel. Ce sont des initiatives qui sont dépendantes du système. Quand Olivier dit les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent, oui, ils peuvent se montrer généreux, en effet. Mais c'est les riches, donc. Et donc là, dans le fonds 90-10, 90% c'est la rémunération du système, c'est la rémunération du marché, et 10% sont alloués à des projets avec un bénéfice social, à des entreprises d'utilité sociale. Donc c'est très bien, il faut le faire. Mais c'est déjà une contrainte tellement mordante, et pourtant c'est rassurant, les gens comprennent, ils ont 90% de la rémunération du marché, mais c'est tellement mordant que ça, depuis 25 ans en France, ça pèse 30 milliards. Là où l'ISR, c'est 800 milliards. Quand c'est très ouvert, quand c'est la fête du slip, c'est 800 milliards en quelques années. Et là, depuis 25 ans, c'est seulement 30 milliards. Et pour la partie qui va vraiment au projet d'utilité sociale, donc dans un cas, si je prends même 10%, c'est plutôt 5% en moyenne. On compte en centaines de millions d'euros. Donc, si je reviens dans la problématique des ordres de grandeur à la Jancovici,
On est dans une logique là où on a des centaines de millions d'euros en 25 ans, là où on nous dit qu'aujourd'hui, il faudrait compter en centaines de milliards d'euros par an. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout la même. Voilà, le problème est un peu là quand même, hein, dans ces chiffres-là, qui sont durs. Jérémy, tu voulais rebondir là-dessus? Si j'ai une réflexion qui me vient personnellement sur ces échanges, ce serait donc de toujours garder en tête que toutes les initiatives, enfin c'est un parti pris là que clairement peut-être politique et idéologique que j'ai, mais je suis assez persuadé, intimement persuadé que toute initiative conséquente, prometteuse et honnête, que ce soit de financement ou d'activité garantie sans greenwashing, ne doit jamais perdre des yeux que les initiatives justement ne mettront jamais par elles-mêmes fin au désastre, ne contrecarreront jamais les plus grands acteurs de la destruction de la vie sur Terre. Peut y avoir des centaines d'éco-villages, de sociétés en transition, de modèles coopératifs et alternatifs. Il faut aussi qu'il y ait un mouvement de force, un mouvement de rapport de force plutôt, qui puisse, pourquoi pas, être aussi financé, mais peut-être que le mot devrait prendre peut-être un autre mot, peut-être, mais qui puisse être soutenu matériellement, on va dire, pour mettre des bâtons dans les roues à ces acteurs très puissants et qui ont une logique un peu psychopathique, au-delà des individus qui les composent, vraiment des structures, je pense, ce sont des structures, des méga structures, qu'on parle de ces multinationales, de ces milliards, qui forcent, qui influencent, qui dirigent les gens qui sont à leur tête vers des comportements sociopathiques. Et je pense qu'il faut donc mener un front, avoir une force d'opposition et qui peut prendre tout un tas de formes. Donc il y a la forme juridique récemment qui a permis d'exhiber donc tous les mensonges de la BNP, typiquement avec l'affaire BNP, que avec Julien on a un petit peu travaillé là-dessus. Pour mettre des empires comme ça devant leurs mensonges, leur criminalité en quelque sorte, leurs mensonges criminels. Donc il y a toute une intelligence aussi d'anciens financiers, de financiers actuels qui peut être mobilisée pour mettre à nu, on va dire, certaines faiblesses de structures par nature nuisibles et écocidaires. Donc voilà, je pense que les alternatives et les actions auxquelles il est nécessaire de penser pour sortir du merdier actuel, excusez-moi l'expression, doivent être solidaires d'actions plus offensives qui visent à, on va dire, démanteler ce système et ses financiers. Si je résume un petit peu ce que j'ai l'air de comprendre, c'est de dire qu'en fait l'alternative à la finance verte telle qu'elle existe sur les marchés financiers, en fait c'est soit une finance verte qui est entièrement la finance des marchés financiers, c'est-à-dire les règles réellement typiques des banques éthiques comme la NEF qui s'appliquent à tout le marché financier, mais qui pose, j'imagine, quand même quelques problèmes de transparence étant donné le nombre d'acteurs, d'intermédiaires, etc. Mais qu'en fait, il y a une impossibilité réelle de penser une finance telle qu'elle existe aujourd'hui, avec des taux de rentabilité qui existent aujourd'hui, qui soient réellement à la hauteur de lutter pour nous proposer un avenir, on va dire, beaucoup plus durable par rapport aux limites planétaires. Je prends juste un exemple qui est un article qui est sorti récemment sur les 420 ou 425 bombes climatiques qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les projets d'extraction fossile qui sont soit existants, soit bientôt qui vont bientôt débuter et qui s'ils persistent, ils ne sont pas démantelés, nous amènent dans un avenir climatique à plus 4, plus 5 degrés, enfin quelque chose de complètement abominable. Et ça, c'est juste quelques projets en fait d'extraction fossile qui existent et qui sont financés en fait. Et du coup, si je comprends bien, l'appel, c'est pas de dire comment est-ce qu'on va verdir le monde de la finance aujourd'hui, mais plutôt comment est-ce qu'on va démanteler en fait le monde de la finance pour penser une finance très différente, en abandonnant en fait presque l'idée de rentabilité financière.
ou est-ce que c'est moi qui pars tout seul dans... Non, je pense que tu mets le doigt sur un obstacle majeur, mais on va pas changer. Enfin, pour moi, justement, c'est pour ça, moi je suis assez d'accord avec Jérémy, pour dire que quand on réfléchit, quand on met la tête dedans, quand on prend le temps, quand on voit toutes les limites dures, voilà, les gens qui me parlent de changer le système de l'intérieur, je rigole. Vraiment, je rigole. Donc, on peut avoir des initiatives qui sont différentes, mais elles sont, encore une fois, elles sont forcément le contre-exemple. Donc, on n'a pas de révolution systémique. Je pense à la nef, je pense à des démarches comme ça, transparentes, éthiques. C'est pas nouveau, mais voilà, combien de divisions, hein, pour reprendre, combien de divisions face à BNP Paribas, d'accord. Après, quand on réfléchit en termes de système, je repense à l'analyse de Nella Meadows, un des co-auteurs du fameux rapport Meadows, qui a passé sa vie de chercheuse à étudier les systèmes. Elle disait le plus important, c'est le paradigme, hein, tout en haut de tout, d'accord. Elle cherchait des lieux sur lesquels justement changer le système. C'est des lieux sur lesquels elle cherchait des leviers. C'est des lieux où on peut travailler sur le système, hein. Tout en haut de tout, elle mettait le paradigme. Bon, bah là, tu peux discuter avec les responsables des uns des banques, des uns des autres, des machins. On voit bien qu'il n'y a aucun changement de paradigme dans la finance verte, durable, etc. Au contraire, c'est du marketing, c'est absolument le même paradigme. En deux, elle mettait le changement, les objectifs. Bah, l'objectif est strictement, en dehors encore une fois de gens avec une initiative atypique et transparente, formulée de manière extrêmement claire. L'objectif est toujours le même. C'est la maximisation du rendement et du risque. Il ne s'agit pas de faire des profits. Il ne s'agit pas d'avoir du rendement. Il s'agit de le maximiser. C'est une contrainte beaucoup plus forte, hein. Le maximum, faire bien et faire le maximum, c'est pas pareil mathématiquement, hein. Ça induit pas du tout les mêmes choses. Et donc, oui, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même se rendre à la raison et se rendre compte que il n'y a pas un petit bouton, un petit interrupteur qui va faire, etc. Et donc, moi, j'en tire deux conclusions opérationnelles. La première, c'est, comme le disait Jérémy, que le plus important, c'est pas c'est pas évidemment de tremper son pinceau dans un petit pot de pointure verte, d'en mettre partout. C'est pas forcément de financer le projet vert en plus. Si on est, comme c'était tes premiers mots, dans une logique de respect de seuil écologique, de limite, de seuil écologique absolu, il faut s'empêcher, hein. C'est, comme disait Camus, un homme ça s'empêche. Et si il s'empêche pas, faut l'aider. Donc moi aujourd'hui, les mouvements les plus importants, c'est ceux, puisque dans ta région, c'est un monde sans la 69, hein. Parce que là, il n'y a pas et en même temps, où on construit, où on met l'optimisation de l'activité économique de certains au détriment de l'écologie, ou bien on met devant l'écologie au détriment du bénéfice de l'optimisation économique de certains acteurs. Il n'y a pas de et en même temps. Où on construit cette autoroute, ou on la construit pas. C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Donc moi, mes conclusions opérationnelles, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est ces combats-là, en fait. C'est les combats de gens sur le terrain qui empêchent, puisque alors évidemment, c'est plus facile, entre guillemets, et encore. Quand je dis plus facile, c'est peut-être plus facile d'empêcher la 69 près de chez toi que d'empêcher Pouyanné de construire ICOP en Afrique, hein, parce que là c'est loin de chez nous. Déjà la 69, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, on est bien d'accord. Donc ça c'est ma première conclusion opérationnelle. Et ensuite, si j'en ai une seconde, c'est un point de levier qui moi aujourd'hui m'apparaît comme étant peut-être potentiellement plus fructueux, mais extrêmement difficile à manipuler. Il faut pas se cacher. C'est un peu comme si j'envoyais la patate chaude de la finance à la comptabilité. C'est ces débats sur la comptabilité extra-financière, en fait. Pour ne plus en faire, comme ça l'est aujourd'hui, un décor, en fait. C'est toujours à côté. Il y a ce qui compte vraiment, les vrais chiffres, la comptabilité financière, qui est un outil d'un perfectionnement absolument inouï, hein. Le plan général comptable, c'est un document qui fait 250 pages, c'est un truc qui te suit l'argent à l'euro près dans tous les tuyaux de l'entreprise. Enfin, c'est une merveille de technicité. Et puis de l'autre côté, pour ceux qui aiment, il y a un décor RSE avec une comptabilité extra-financière, mais qui est à côté, avec un supplément sur papier glacé, avec des petites plantes vertes, etc. Mais par contre, réintroduire dans la comptabilité
de manière comment dire symétrique aux côtés du capital financier, le capital humain, hein, qui aujourd'hui est une charge. C'est une charge. Il n'y a pas de capital humain. Hein, quand on fait des cours d'économie, on a l'habitude, les facteurs de production, le capital, le travail. Non. Aujourd'hui, le capital humain n'est pas un capital, le capital naturel n'est pas un capital. Quand j'achète du bois, ça n'a rien à voir avec le capital naturel. Et donc là, il y a des discussions qui sont profondes et compliquées, qui prennent d'ailleurs... c'est un débat qui a lieu entre l'ISSB, Faber, l'ancien PDG de Danone, qui pousse les intérêts des financiers pour être vraiment toujours dans le moule de la comptabilité financière avec les ajustements qui vont bien mais qui ne changent rien profondément. Et puis il y a ce qu'on appelle, pour simplifier, la double matérialité, où il ne s'agit pas d'oublier complètement évidemment la matérialité financière simple, mais d'ajouter ce qui nous importe. L'impact, c'est pour revenir à ce que disait Jérémy, c'est ce qui nous importe, nous en tout cas, c'est l'impact de ces sociétés sur le monde extérieur, sur l'humain, sur la nature. C'est ça aujourd'hui qui n'est pas pris en compte. Il est là le fameux surcoût. Moi j'ai démarré avec ça, le surcoût des dommages qu'il faudrait arrêter de faire, ou quand on les fait, il faudrait réparer. Aujourd'hui, si on ne fait pas ça, dans le sud, on parlait de boue rouge. Enfin, quand une usine déverse ses boues rouges dans les calanques, c'est pas que les gens sont mauvais, mais si on le fait pas, ça coûte de l'argent, donc on le fait pas. Voilà. Ou alors on menace d'envoyer le travail à l'extérieur. Enfin, on a bien l'habitude de ces chantages-là, où on crée toujours des trade-offs entre l'écologie et le social. Hein, c'est toujours, si tu veux garder ton emploi, je pollue. Mais il n'y a jamais de trade-off entre la rentabilité du capital financier et le reste. Par contre, ça, curieusement, ça n'est jamais sur la table. Hein, c'est le tabou absolu. Donc voilà, je pense, moi, pour conclure, c'est les deux trucs que je trouve les plus intéressants aujourd'hui. C'est les démarches citoyennes de mobilisation sur le terrain, parce que c'est là où on est qu'on peut faire changer les choses. Donc, j'allais dire, à Paris, c'est plus dur parce qu'il y a moins de méga-bassines à Paris, là où je suis, ou d'autoroutes à travers Paris. Et donc, moi, je suis toujours ému par les gens qui se mobilisent sur le terrain, près de chez eux, ça commence là. Et pas seulement en France, hein, mais en Australie, aux États-Unis. Enfin, on voit cette logique, en fait, qui monte. Et puis, et l'autre truc, c'est effectivement d'intégrer pour de vrai, pas comme dans un décor à côté pour se faire plaisir ou se raconter des histoires, et revenir, je veux dire, aux fondamentaux, remettre le capital humain et le capital naturel dans l'équation, alors que c'est pas le cas depuis toujours, en fait. Ça n'a jamais été le cas, en fait. Ça n'a jamais été le cas. Merci Julien. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette idée justement de repenser en fait les règles comptables et les règles de ce qu'on privilégie, de ce qu'on met en avant, où c'est logique de démantèlement? Moi, alors pas forcément sur le démantèlement, mais sur sur l'engagement opérationnel et sur le terrain, ça je peux que partager. Nous, on le voit, et je le lirai à la création d'écosystèmes. Nous, la Nef, on a cofondé avec des ONG, des mouvements citoyens. On a cofondé Terre de Liens, qui est une foncière qui achète des terres agricoles pour les louer à des agriculteurs en bio. Cofondé Enercop, un fournisseur et producteur d'électricité verte. Voilà, on est partenaire depuis très longtemps de Biocop, et donc pour moi il y a cette logique des territoires qui est importante, des partenariats, et qu'on retrouve donc dans les licornes que tu as cité aussi également, Jean-Philippe. Pour moi c'est important parce qu'on peut mêler les différentes logiques de consommateurs, d'acteurs sur des projets. On a parlé de la 69 tout à l'heure. Donc de s'impliquer de faire système, de créer un autre système, de grignoter progressivement. Biocop, c'est quand même plus de 600 magasins. La Nef, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Enercop, ça va être pas loin de 200 000 clients. C'est pas anecdotique, et ça peut être un terrain très fertile avec les associations, les mouvements citoyens sur les territoires, les ONG. On a plein d'ONG qui reçoivent des dons. Pour l'instant, c'est encore modeste, mais ça se développe.
Donc il y a des fertilisations croisées et il y a vraiment parce que je ressens le côté finalement tout ça c'est un peu petit, comment passer à l'échelle. Je pense qu'en faisant réseau, en faisant système, finalement on n'est pas ridicule. Et on a un vrai modèle différenciant qui attire de plus en plus de monde. Le modèle coopératif, c'est une personne égale une voix, donc c'est mettre la démocratie au sein des entreprises. Donc ça me semble très important. Ce sont des réserves impartageables. Alors, les désavantages, c'est qu'il n'y a pas de plus-value et de division limitée, mais de l'autre côté, tous les profits, même s'ils sont pas énormes, on les met en réserve, on les accumule et ne seront pas répartis à la fin avec les associés. C'est pour construire des outils, un outil financier ou un outil énergétique pour Enercop, ou une foncière pour Terre de Liens, etc. Des outils qui ont pour vocation d'être des outils au service du bien commun, tout simplement. Et je pense qu'il y a un vrai temps long. Sur le temps long, ça peut vraiment faire la différence. Je rappelle qu'à peu près 60% du marché bancaire aujourd'hui est détenu par des banques coopératives. Alors, on peut être critique sur le fait que depuis, elles ont créé des filiales capitalistes, qu'elles ont probablement perdu de vue tout ou partie de l'esprit coopératif, mais ce n'est pas incompatible avec obtenir du poids au niveau économique. Et donc voilà, moi on a parlé beaucoup des limites, des alternatives. Faut être lucide, c'est vrai, mais le potentiel est là. On voit qu'il y a un fort développement qui est parallèle avec la prise de conscience citoyenne. Il faudra aussi qu'il y ait qu'il y ait de la régulation au niveau politique. Hein, il faut aussi pas se leurrer. Il faut qu'il y ait de la régulation pour limiter la rentabilité, pour interdire certaines activités. Et ça, on a besoin de politique. C'est pas uniquement des mouvements citoyens et coopératifs qui pourront le faire. C'est il y aura besoin des deux. Et donc je terminerai sur ça, c'est que ces modèles se développent, ils sont en train de se soutenir les uns les autres, de se mettre en réseau, et chaque dixième de degré compte au niveau climatique. Donc on va se battre sur toutes les actions pour améliorer les choses. Et même si on ne fera pas tout, et malheureusement la trajectoire n'est pas bonne, mais on n'a pas le choix. Notre devoir, c'est de faire tous ces efforts, aussi petits soient-ils. J'ai dit. Jérémy, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot en conclusion? Oui, tout à fait. Pour reprendre, pour être dans la continuité de ce que vient de dire Olivier, je pense qu'il ne faut pas que ces logiques s'excluent. Je pense que la création et le renforcement d'alternatives, de modèles sociétaux, qui ressemblent un peu dont on a une intuition très forte que c'est dans cette direction-là que l'humanité pourra avoir un avenir. C'est vraiment ça, quoi, hein, sans être vraiment tant que ça dramatique. Ces initiatives-là, même si elles sont petites, elles sont absolument nécessaires. Je pense que c'est pas nécessaire de convaincre une majorité de personnes pour bousculer un ordre social. Sinon, dans ce cas-là, il y aurait qu'une révolution qui aurait jamais pu être produite. Et donc oui, dans le nombre, le fait de vouloir absolument convaincre la majorité et de dénigrer un peu les petites initiatives, je pense que c'est clairement pas le sujet, quoi. C'est au contraire, c'est par là, je pense qu'il y aura un véritable bouleversement qui va avoir lieu. Mais ce que je disais, c'est que oui, peut-être là où j'aimerais insister, remettre le couvert, c'est qu'il faut absolument que ces initiatives soient, comment dire, complémentaires et qu'il n'y ait pas d'attaque, qu'il y ait vraiment une sorte de complémentarité des tactiques entre ces initiatives, ces alternatives, et donc qui sont nécessaires encore une fois, et une opération, la création d'un mouvement qui soit plus offensif, qui soit à même de combattre le système, de mettre hors d'état de nuire physiquement et idéologiquement, de contre-argumenter contre le système capitaliste industriel ou le système technologique selon les visions de l'histoire de chacun. Mais rétablir le lien avec les terres nourricières et racheter des terres de manière communautaire, évidemment, je pense que ce sont les meilleurs usages peut-être qu'on puisse faire de son argent. On me demandait aussi souvent quand j'avais démissionné pour des raisons de greenwashing à l'époque, mais dans quoi je mets mon argent, si la plupart des fonds, à l'époque, c'était pas très connu, hein, les courtiers verts, pour pas parler de néobanques vertes. Donc on me demandait mais dans quelle banque je mets mon argent si j'en ai un petit peu. Je connaissais pas la nef, donc
c'est aussi notamment pour Terre de Liens une initiative que je trouve vraiment top. Mais donc voilà, il faudrait que ces combats puissent, dans le milieu écolo, il y a eu souvent peut-être des divergences sur le mode opérationnel, et c'est assez dommage que voilà, il y ait des débats entre nous et des conflits internes dans le milieu écolo et sociaux sur quel moyen est le plus efficace. Au final, l'important, je pense, c'est l'objectif, donc mettre fin au système qui détruit la planète et en créer d'autres à taille humaine. Et pour arriver à cette fin, cet objectif-là, il y a plein de moyens qui sont possibles, donc qui soient plus offensifs, plus défensifs, plus court terme, plus long terme, avec ou sans les institutions de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a des choses à faire intéressantes pour, encore une fois, démanteler le système et en recréer d'autres à taille humaine. Eh ben merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Merci Jean-Philippe, Olivier, Julien, merci beaucoup.